Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous êtes sur DMTV. Nous venons encore aujourd'hui pour une analyse sur un sujet bien évidemment d'actualité, même si l'actualité continue à être dominée par cette maladie à virus Covid-19 qui continue à faire des victimes au monde entier. Les États-Unis sont désormais le premier pays, en tout cas le pays le plus touché au monde en termes de cas confirmés et même en termes de morts. Mais la RTC n'est pas épargnée. Cette maladie influence également la politique en République démocratique du Congo. Mais tout de suite, nous ne parlons pas de la maladie à virus Covid-19, mais nous allons plutôt parler de la politique, tout en sachant quand même que cette maladie exerce une certaine influence sur la politique en ce moment. Alors, nous allons parler de cette sortie médiatique du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Vous savez que lorsque Alexis Thambwe Mwamba vient dans les médias, ce n'est jamais par hasard. Souvent, ses propos sont adressés, en tout cas de manière claire, à quelqu'un. Nous pensons que c'est adressé au chef de l'État sous forme de menaces à peine voilées. C'est ce que nous allons essayer d'analyser pour voir quel est l'intérêt ou l'opportunité, en tout cas, de tout ce que le président du Sénat a dit. Mais on les avait vus il y a quelques jours sortir devant les médias, les présidents des deux chambres du Parlement, monsieur Alexis Thambwe Mwamba ainsi que madame Janine Mabunda, pour annoncer la convocation d'un congrès très bientôt. Et en marge de la convocation de ce congrès, Alexis Thambwe Mwamba est passé dans les médias, notamment sur la radio Top Congo, et s'est exprimé visiblement sur ce que sera le contenu de ce congrès qui devra être convoqué d'ici là si les conditions en tout cas sont totalement réunies. Alors vous savez aussi que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait eu à décider par une ordonnance lue sur la télévision nationale RTNC le 24 mars de mettre la République sous l'état d'urgence sanitaire afin de pouvoir mieux lutter contre cette maladie à virus Covid-19. Il y a certaines dispositions de la loi, de la Constitution en tout cas, qui lui donnent ses prérogatives, mais la Constitution également définit dans quelles conditions l'état d'urgence devrait être mis en place. Et donc Alexis Thambwe Mwamba est passé pour expliquer un certain nombre de choses en rapport avec l'état d'urgence qui a été décrété. Avant de pouvoir commenter là-dessus ou faire l'analyse sur ce sujet, je vous propose d'abord de suivre cet extrait de l'émission à la radio Top Congo où Christian Lusakwe nous recevait Alexis Thambwe Mwamba. Nous le suivons, ce court extrait. Ensuite, nous revenons pour pouvoir faire nos analyses. Alors, je vous laisse suivre Alexis Thambwe Mwamba. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner et cliquez également sur la cloche qui apparaîtra à côté pour être désormais notifié de nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons tout de suite. Nécessite une prorogation de 15 jours. Je suppose que le président fera cette demande, indique que l'actuel congrès ne se réunira pas à la demande du président. Non, le congrès n'a pas besoin de l'accord, l'autorisation du président pour se réunir. Vous vous êtes autosaisi de la question. La Constitution a réglé toutes ces questions-là. J'ai entendu par-ci, par-là, des gens qui ont dit que pour que le Congrès puisse se réunir, il faut l'autoriser. Il faut une demande du président. C'est totalement faux. L'article 119 de la Constitution est clair sur ce point. Le Congrès se réunit. Il y a un certain nombre d'articles qui règlent cette question-là. Il y a l'article 119 de la Constitution qui dit que le Congrès se réunit pour
4 points particuliers. Faut-il réviser la Constitution? Il faut le Congrès. Faut-il autoriser l'état d'urgence? Faut-il autoriser la déclaration de guerre? Et le Congrès s'est réuni. Faut-il entendre le discours du chef de l'État? Le Congrès s'est réuni. Faut-il désigner les 3 juges constitutionnels? Le Congrès s'est réuni. Et puis il y a d'autres articles, disons, de la Constitution, notamment l'article 166, qui prévoit dans quelles conditions il faut réunir le Congrès. On n'est pas dans une situation qui concerne l'article 166 de la Constitution. Nous sommes dans le cas de l'article 119.2, c'est-à-dire que pour proclamer l'état d'urgence, la guerre, l'état d'urgence, et l'état d'urgence, il faut l'autorisation du Congrès. Bon, nous avons déjà dépassé cette étape-là. Nous allons prendre acte que nous sommes déjà effectivement dans l'état d'urgence, mais la suite du processus doit respecter la Constitution. Alors que la situation s'empire, que pourraient être les principaux changements du quotidien avec cet état d'urgence légalisé par le Parlement? Est-ce qu'il y aura des pouvoirs éventuels, des dispositions accordées à la présidence de la République Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous allons proposer aux congressistes, c'est-à-dire les sénateurs et députés, de prendre acte que l'état d'urgence a été proclamé. Et nous n'allons pas ouvrir un débat pour savoir la légalité ou pas de cet état d'urgence. Oui, mais le président, en cas d'état d'urgence, peut légiférer par ordonnance. Nous sommes dans une situation où le président a déclaré un état d'urgence sanitaire. Nous considérons que nous devons pouvoir l'accompagner uniquement pour le volet sanitaire. Toutes les mesures qu'il pourrait prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Oui, mais la Constitution ne parle pas d'état d'urgence sanitaire. La Constitution parle d'état d'urgence. On sait, nous sommes dans une situation un peu particulière. C'est pour cette raison que on va certainement devoir débattre sur une loi de modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire. C'est indispensable parce qu'il faut pouvoir couler les décisions du président qui ont été prises par ordonnance. Il faut pouvoir les couler dans une loi pour que ça soit conforme à la Constitution. Et pour que ce que nous allons proposer aux congressistes, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là. Mais maintenant, nous allons profiter également de cette situation-là pour légiférer sur la notion de l'état d'urgence. Et dire, bon, lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence sécuritaire, quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence économique, quelles sont les mesures à prendre? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence consécutive à une catastrophe naturelle, quelles sont les mesures à prendre? Mais maintenant, l'urgence que nous avons, c'est de donner une légitimité aux décisions qui ont été prises par le président. Donc, et ça, notre équipe de travail, députés et sénateurs qui ont eu à travailler, à se pencher sur la question, bon, on nous a dit, écoutez, voilà la voie vers laquelle il faut aller. Et nous allons aller vers cette voie-là, parce que nous ne sommes pas dans une logique aujourd'hui des palabres politiciennes. Le pays n'a pas besoin de palabres politiciennes pour le moment. Mais nous voulons rester dans le cadre de l'ordre institutionnel. Légitimer les décisions prises par le président, mais aussi l'empêcher d'aller au-delà de ce que l'état d'urgence sanitaire permet. Légiférer par ordonnance. Ce sont les députés et sénateurs réunis en congrès qui vont pouvoir statuer sur cette question. Il est évident qu'ils vont certainement donner le feu vert pour prendre toutes les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire.
mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir donner des pouvoirs autres que ceux qui sont liés à l'état d'urgence sanitaire. Mais moi, je ne suis qu'un parmi les congressistes, mais ça sera à eux à décider. Mais ça m'étonnerait fort qu'ils puissent donner des pouvoirs qui vont au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Dans le cas de l'état d'urgence sanitaire, nous devons donner au président tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir combattre la pandémie du Covid-19. À quand le congrès? Vous avez une date? Ce que nous avons reçu aujourd'hui, le Premier ministre, donc ce vendredi, ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même avons reçu le Premier ministre et nous lui avons dit, nous allons convoquer le congrès. Mais il y a des préalables pour convoquer ce congrès, c'est notamment nous ne voulons pas exposer les députés et sénateurs, que nous voulions qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer que le palais a été complètement aseptisé. Il nous a donné les assurances qu'à partir de ce samedi, les équipes vont passer pour complètement désinfecter le palais à tous les niveaux. Ce palais peut être contaminé par un député ou un sénateur. Évidemment, nous prendrons les dispositions nécessaires. D'abord, au niveau du Congrès, nous ne donnerons pas l'accès au palais au public pour éviter un nombre trop important. Et nous allons faire en sorte, compte tenu de la capacité de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès, nous allons faire en sorte que la distance entre les différents intervenants soit supérieure à 1 mètre. Absolument. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir veiller à ce qu'il y ait chaque fois au moins une rangée qui soit totalement vide et que sur les rangées qui sont occupées, il y ait au moins une distance de 2 mètres entre les congressistes. Cela uniquement pour le Congrès. C'est donc que c'était possible aussi. Pourquoi avoir suspendu la session ordinaire? Non. Nous avons suspendu le plénière aussi bien de l'Assemblée nationale du Sénat en plein accord entre ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même pour ne pas exposer la santé des députés et des sénateurs. Oui, mais si les mêmes dispositions sont prises pour les plénières, maintenant, pourquoi on va pouvoir les prendre? Parce qu'à partir du moment où nous avions eu la rentrée parlementaire le 16 mars, les parlementaires pouvaient considérer que dès le 17 mars, nous pouvions déjà commencer à avoir les plénières et débattre des questions de la nation. Mais en rouvrant le 16 mars, on ne pouvait pas être assuré que le lendemain, les conditions seraient réunies pour pouvoir assurer la sécurité. Parce que nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité des parlementaires. Mais maintenant, selon les mêmes précautions que nous prendrons pour le Congrès, nous allons reprendre les mêmes précautions pour les plénières ou les réunions en commission de l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit pouvoir fonctionner. Et on ne peut pas dire qu'en période de crise, l'Assemblée ne fonctionne pas. Ça semble pas sérieux. Le Conseil des ministres qui ne se réunit pas, l'Assemblée qui ne se réunit pas. Comment est-ce qu'on résout une crise si les décideurs ne se parlent pas? Si les ministres ne veulent pas se réunir, ça c'est leur affaire. Mais nous, en toute responsabilité, nous considérons que les plénières vont reprendre, mais ils vont reprendre, tout comme les commissions vont reprendre, tout comme les questions au gouvernement et le contrôle de l'action du gouvernement vont reprendre, mais nous allons le faire en toute responsabilité, en nous assurant que nous n'exposons pas la santé de parlementaires. À quand ce congrès? Le Premier ministre nous a dit que pour désinfecter le palais, être sûr que toutes les conditions sont réunies, il lui faut 4 jours. Donc, qu'il allait envoyer des équipes le week-end qui commence demain. À supposer qu'il termine ses travaux
pour assurer que le palais est tout à fait aseptisé mardi. Il nous a dit aussi qu'il faudra attendre 1 ou 2 jours après avant de reprendre les travaux. Mais dès que le palais sera en état d'assurer que tout a été désinfecté, dans le délai, nous allons convoquer le Congrès. Monsieur le Président du Sénat, l'actualité en RDC, comme partout dans le monde, elle est au coronavirus qui arrête tout en RDC. Mais pas qu'en RDC, ça il faut le reconnaître. Mais en RDC, serait-ce un moyen de cacher pour l'avenir des manquements graves du présent? Non, nous ne parlons pas aujourd'hui des manquements graves du président. Je ne sais pas s'il y a des manquements graves. Quand on a du présent. Aujourd'hui, on avait évalué un budget à 20 milliards. On savait que c'était 5 milliards. Non. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ce coronavirus? Non. Non, le coronavirus n'est certainement pas une bonne nouvelle. Pas un prétexte. Il n'est certainement pas une bonne nouvelle, mais il est évident qu'il va avoir un impact sur le budget 2020. Il faut être complètement naïf pour croire que le budget que nous avons voté de presque 11 milliards de dollars sera exécuté dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc là, nous ne sommes pas dans une logique de dire est-ce que le président a fait son travail ou pas. Non. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une urgence. Nous devons protéger nos populations. Nous devons protéger les populations de Massina, d'Ndjili, de la Gombe et de la République. Et heureusement que nous n'avons pas beaucoup de cas qui sont signalés pour le moment. Oui, mais quand vous dites à l'intérieur. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi attentivement Alexis Tambwe Mwamba, ses propos lors de cette émission avec le journaliste Christian Lussakweno. Qu'avez-vous retenu? En tout cas, du moins, ce que moi j'ai retenu, ce que je constate qu'Alexis Tambwe Mwamba vient faire passer pour Félix Tshisekedi, le chef de l'État, comme quelqu'un qui aurait violé la Constitution en décrétant, selon lui, ce serait de manière unilatérale cet état d'urgence sanitaire. Et donc, pour pouvoir corriger cette erreur, cet état d'urgence qui est décrété de fait, mais qui n'est pas légal, le Congrès va se réunir incessamment afin de pouvoir corriger tout cela, parce que c'est au Congrès de pouvoir autoriser la mise en place d'un état d'urgence. Et le chef de l'État l'a fait sans que le Congrès n'ait pu lui accorder ce pouvoir-là et ces autorisations. Et Alexis Tambwe Mwamba était un peu plus clair en précisant que le pouvoir du chef de l'État en cette période d'état d'urgence serait bien évidemment limité qu'à la problématique de la lutte contre cette maladie à virus Covid-19, donc dans le cadre de cette crise sanitaire et pas au-delà, alors que la Constitution en elle-même ne parlait pas d'état d'urgence sanitaire, mais parle tout simplement d'état d'urgence tout court. Nous ne savons pas d'où Alexis Tambwe Mwamba tire cette limitation de pouvoir en tout cas le Parlement accorderait au président Félix Tshisekedi. Donc ce que nous constatons, que sur la place publique, Alexis Tambwe Mwamba vient en fait vilipender en quelque chose Félix Tshisekedi, même s'il a essayé de nuancer, mais les observateurs les plus avisés en tout cas auront compris, parce que lorsqu'il parle de revenir à l'ordre institutionnel, c'est que la décision qui a été annoncée par ordonnance lue sur la RTNC était une décision qui violait les dispositions de la Constitution. Et Alexis Tambwe Mwamba est allé même plus loin pour dire que on revient bien évidemment à l'ordre institutionnel, vu que ce stade, nous avons déjà dépassé cette étape-là, nous allons prendre acte de l'état d'urgence, mais la suite des événements doit respecter
respecter la Constitution. Donc voilà ce que Alexis Thambwe Mwamba dit. Donc ça sous-entend que le chef de l'État Félix Tshisekedi, en décrétant cet état d'urgence, a violé la Constitution et n'a pas respecté toutes les procédures. Alors nous ne sommes pas juristes, mais nous analysons. Je pense que les juristes, beaucoup plus ceux qui sont constitutionnalistes, sont mieux placés pour pouvoir déterminer s'il y a eu violation de la Constitution ou pas. En tout cas, Alexis Thambwe Mwamba a fait allusion à l'article 119 de la Constitution, l'article 119 qui en fait qui définit en fait les conditions dans lesquelles les deux chambres doivent se réunir en congrès. Donc l'article 119 de la Constitution définit les conditions, les cas en tout cas pour lesquels les deux chambres peuvent se réunir en congrès. Et parmi les deux cas, nous avons en son alinéa 2 l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état du siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Donc là, dans cet article 119 auquel le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, fait allusion, cet article-là qui définit en fait les conditions de la convocation d'un congrès, donc les congrès pour les deux chambres qui doivent se réunir. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence, mais la convocation du congrès. Mais en son alinéa 2, ça parle plus spécialement par rapport à l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état du siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Alors maintenant, nous allons nous pencher un peu sur l'article 85 parce que c'est l'article en fait qui concerne la proclamation de l'état d'urgence. Qu'est dit l'article 85 de la Constitution? L'article 85 dit « Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état du siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message des modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Donc c'est la loi qui détermine les modalités de l'état d'urgence et non le Parlement. Parce que à entendre Alexis Thambwe Mwamba à la radio Top Congo, ce serait en fait le Parlement qui déterminait les modalités d'application de l'état d'urgence. Non, ce pouvoir-là, la Constitution ne l'accorde pas au Parlement, mais la Constitution a déjà défini les conditions d'applicabilité en fait d'un état d'urgence. Donc là, je pense que les propos d'Alexis Thambwe Mwamba étaient des propos plutôt menaçants à l'endroit de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois. Nous nous posons la question. Nous allons en arriver là pour faire notre analyse. Mais avant de continuer et d'aller voir un peu l'article 144 et 145 de la Constitution, j'aimerais vous laisser suivre cet extrait des ordonnances qui avaient été lues à la RTNC lorsque le chef de l'État avait décréter l'état d'urgence. Je rappelle que c'était le mardi 24 mars que ça a été lu à la RTNC. Suivez et nous revenons pour la suite. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. À tout de suite. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement ordonne. Article 4 de l'organisation et du fonctionnement de la riposte. Il est créé une cellule de riposte contre le Covid-19 dotée d'une autonomie administrative et technique fonctionnant sous l'autorité du président de la République, ayant pour principale mission d'éclairer les choix de l'exécutif dans la gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, de lui donner des avis sur les mesures prises en vertu de la situation de l'urgence. La coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19
et dirigé par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées autour de la cellule de riposte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 24 mars 2000, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi, directeur de cabinet. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour. Vous avez suivi, tout comme nous, la lecture de cette ordonnance qui avait été lue le 24 mars. Et au cours de la lecture de cette ordonnance-là, on a bien précisé que le chef de l'État avait décidé de décréter cet état d'urgence sanitaire, en fait, après s'être consulté, en tout cas après avis du Conseil des ministres, mais également après avoir consulté le Parlement, donc par les présidents des deux chambres représentées, donc Alexis Tambwe Mwamba ainsi que Madame Janine Mabunda. Au regard de cette ordonnance-là signée, nous ne voyons pas d'entorse, en tout cas par rapport à la Constitution, parce que le chef de l'État s'est reposé là sur l'article 85 pour pouvoir décréter cet état d'urgence en respectant tout à fait la procédure qui était de se concerter avec les présidents des deux chambres du Parlement. Mais nous ne comprenons pas pourquoi Alexis Tambwe Mwamba passe, alors qu'il était au cours de cette réunion interinstitutionnelle qui avait été organisée, qui avait été dirigée en fait cette réunion par le chef de l'État Félix Tshisekedi la veille de la déclaration de l'état d'urgence, c'était donc le 23 mars. Pourquoi Alexis Tambwe Mwamba, lors de son passage à l'émission avec Christian Lusako-Eno, n'a fait ni allusion à cette réunion interinstitutionnelle, ni même allusion à l'article 85 de la Constitution, en fait, qui donne les prérogatives au chef de l'État de pouvoir décréter un état d'urgence de 30 jours parce que c'est le délai constitutionnel, le délai fixé par la Constitution. Alors l'article 85 qui en fait permet au chef de l'État, en rapport si les circonstances graves l'exigeaient, de pouvoir décréter l'état d'urgence. Cet état d'urgence n'est pas décrété dans n'importe quelle condition parce que le chef de l'État doit se concerter avec le Premier ministre ainsi que le président des deux chambres, ce qui a été fait le 23 mars, et donc conformément aux articles 144 et 145. Alors je vais vous lire l'article 144 de la Constitution. Que dit cet article? Alors, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat, par une loi, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Là, c'est tout à fait clair. Je pense que l'autorisation que le Parlement doit accorder au chef de l'État ne vient pas en amont, d'après la lecture de l'article 145 qui permet en fait au chef de l'État de pouvoir décréter cet état d'urgence. D'après l'article 144, excusez-moi, l'autorisation du Parlement vient en aval
globale, donc après que le chef de l'État ait déclaré l'état d'urgence, je recommence la lecture jusqu'à la partie concernée, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état du siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. Point. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Je pense que c'est le français. Nous n'avons pas besoin d'être du juriste pour une interprétation purement juridique. Nous pensons que jusqu'à ce stade, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne viole pas la Constitution puisqu'il s'est conformé à celle-ci en son article 85 qui lui a permis de pouvoir décréter cet état d'urgence après concertation avec le gouvernement à travers le Premier ministre ainsi que le président des deux chambres du Parlement. Et donc, ce que Alexis Tambouman m'a laissé entendre comme quoi le chef de l'État aurait violé la Constitution, nous pensons que ce n'est pas juste, à moins que nous soyons peut-être contredits par les constitutionnalistes, les juristes les mieux avisés, ceux qui ont en tout cas de la matière, parce que je le rappelle, nous ne sommes pas juristes, donc nous n'avons pas un œil juridique par rapport à la lecture de la Constitution, nous n'avons pas la prétention non plus de pouvoir être des interprètes de la Constitution. Ça, c'est réservé en tout cas aux juristes ou même à la Cour constitutionnelle. Mais tout de même, l'article 144 qui est cité dans l'article 85 qui a permis au chef de l'État, après concertation avec les partis cités, de déclarer cet état d'urgence est clair. Et donc, à ce stade, le chef de l'État, nous ne voyons pas où est-ce que le chef de l'État avait violé la Constitution. Alors, si le chef de l'État déclare cet état d'urgence, c'était alors au président des deux chambres de pouvoir convoquer le Congrès. Mais ce qui nous paraît un peu bizarre, et c'est là que nous essayons un peu d'analyser par rapport à la situation politique actuelle, pourquoi les présidents des deux chambres ont laissé plus ou moins 2 semaines passer pour pouvoir venir maintenant dans les médias maintenant et pouvoir annoncer qu'il convoquait un congrès incessamment en vue de pouvoir maintenant, conformément à la Constitution d'ailleurs, là nous ne contredisons pas, autoriser officiellement cet état d'urgence qui avait été décrété. Pourquoi seulement maintenant? Parce que nous rappellerons que le Parlement était revenu en session ordinaire le 16 mars, c'était la rentrée parlementaire, mais suite à la situation de cette pandémie qui avait été détectée le 10 mars et de son évolution, les deux chambres concertées avaient décidé en tout cas de surseoir toutes les plénières pour sécuriser les députés et les sénateurs. Mais la situation s'est aggravée, nous sommes au-delà de 200 cas confirmés, nous avons plus ou moins 10% des personnes qui avaient été déclarées confirmées qui sont mortes. Mais pourquoi maintenant on veut prendre encore un plus grand risque en réunissant au moins 500 députés dans une salle, quelles que soient les mesures qu'on peut prendre par rapport à la sécurisation de ces derniers? Nous nous posons des questions sur les mobiles réels, sur l'intention en fait ces membres du FCC, parce qu'on va quand même, qu'on se le dise, le Parlement et le Sénat est majoritairement composé par les FCC de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que la question que nous nous posons, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation, soit une influence sur les interpellations actuelles dans le cadre de l'enquête sur les fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment l'interpellation de Vital Kamerhe? Est-ce que cela n'a pas inquiété au-delà du cash en fait la coalition entre l'UDPS et l'UNC ainsi que d'autres membres? Est-ce que cela n'inquiète pas? Est-ce que au niveau du FCC on n'a pas un œil inquiet par rapport à cette situation, et pour empêcher Félix Tshisekedi de pouvoir fouiner dans le passé, comme lui-même avait déclaré bien auparavant qu'il ne fouinerait pas dans le passé, mais peut-être qu'il aurait changé d'avis? Est-ce que pour empêcher Félix Tshisekedi, Joseph Kabila avec ses collaborateurs n'ont pas réfléchi à cette situation-là et faire passer Alexis Tambouman à devant avec Janine Mabounda en fait pour essayer de calmer un peu les ardeurs de Félix Tshisekedi? Tout est possible, nous pensons. Réfléchir de cette façon ne peut pas aussi être mauvais, parce que nous nous posons la question, cet état d'urgence dont le délai légal est de 30 jours et qui tend déjà à sa fin, alors que les présidents des deux chambres annoncent la convocation
de ce congrès, mais ce congrès ne peut pas se réunir directement. Encore faut-il que le gouvernement puisse en tout cas désinfecter le palais du peuple et s'assurer en tout cas que les députés qui iront là-bas ne seront pas contaminés, ou ceux qui seraient contaminés ne contamineraient pas les autres, en respectant par exemple la distanciation sociale. Tout ça, ça peut prendre quelques jours, voire même une semaine, pour pouvoir mettre en place toutes ces dispositions, toutes ces mesures, afin maintenant que les deux chambres du Parlement puissent se réunir. Entre-temps, les jours sont en train de s'égrener et l'état d'urgence va pouvoir toucher à sa fin autour du 24 avril, donc 30 jours après. Alors, le chef de l'État certainement aura besoin de solliciter auprès du Parlement la prorogation, parce que ces prérogatives-là ne lui sont pas accordées par la Constitution. Pour proroger de plusieurs fois 15 jours l'état d'urgence, seul le Parlement peut permettre à ce qu'il y ait une telle prorogation. Alors, est-ce que ce n'est pas une pression que le FCC mettrait devant le président Félix Tshisekedi afin de les dissuader de continuer, en tout cas, dans ce qu'eux qualifieraient peut-être de l'acharnement contre la gestion passée de Joseph Kabila? C'est une hypothèse que nous ne négligeons pas, d'autant qu'à chaque fois qu'Alexis Thambwe Mwamba passe dans les médias ou s'exprime en rapport avec les institutions, notamment la manière dont la présidence de la République est en train de gérer les pays et la relation avec le Parlement, il y a toujours derrière ces propos des menaces à peine voilées. Vous savez, Alexis Thambwe Mwamba n'est pas n'importe qui, n'a pas été choisi pour être président du Sénat par hasard. C'est ce qui nous inquiète en tout cas, et nous nous posons aussi la question pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne remet pas aussi parfois un peu un tel monsieur un peu à sa place. Moi je pense qu'il a un peu, c'est à la limite vraiment c'est de l'arrogance comme pas possible, parce que comment expliquer que la lecture de l'ordonnance a été faite le 24, la date de la signature également de cette ordonnance, mais que vous revenez ici plus ou moins 2 semaines plus tard avec de tels propos, alors que la loi vous permettait directement de convoquer ce congrès afin de pouvoir donner autorisation et accompagner cette décision d'état d'urgence. Vous savez, Alexis Thambwe Mwamba veut même définir les modalités d'applicabilité de cet état d'urgence. Nulle part dans la Constitution, en tout cas dans les articles susmentionnés, nous voyons à quel moment où les modalités d'application de l'état d'urgence devraient revenir aux parlementaires. Je pense que c'est à l'exécutif, en fait, le chef de l'État ainsi que le gouvernement, de pouvoir déterminer les urgences et les mesures appropriées à prendre, mais évidemment toujours sous réserve de la Constitution, pour ne pas violer la Constitution. Et d'ailleurs, une fois que la déclaration de l'état d'urgence est faite et la Cour constitutionnelle intervient aussi dans une certaine mesure, et ça, nous sommes dans l'article 145, les 2 articles cités à l'article 85 qui accordent les prérogatives au chef de l'État de pouvoir décréter un état d'urgence. Je vous lis rapidement cet article 145 qui dit: en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des ministres des mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Donc c'est à la Cour constitutionnelle de déterminer si les ordonnances du chef de l'État décrétant l'état d'urgence déroge ou non à la Constitution. Donc ce n'est pas à Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, de déterminer l'inconstitutionnalité d'une ordonnance du chef de l'État, et c'est ce qu'Alexis Thambwe Mwamba a fait au cours de cette émission, et c'est ce que nous ne trouvons pas ça tout à fait clair, mais il est clair que ce n'est pas par hasard que ces deux-là se sont pointés en ce moment-ci, alors que l'état d'urgence avait été déclaré depuis le 24 mars. Voilà, nous arrivons à la fin de notre analyse. Nous avons voulu partager avec vous sur ce sujet. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons la vérité. Nous ne sommes pas juristes d'ailleurs. Nous nous limitons à des analyses, à des points de vue que nous émettons par rapport à ce sujet, parce que le président du Sénat était passé
dans les médias et s'est exprimé, a donné un point de vue et nous critiquons ce point de vue. Nous avons analysé ce point de vue en nous référant bien évidemment aussi à la Constitution qui en fait règle en fait toutes ces choses-là et la Constitution que tout le monde se doit de respecter. Je rappelle que vous étiez sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche qui apparaît à côté pour ne rien manquer de nos notifications. DMTV vous dit au revoir, en tout cas à très bientôt. Au revoir.